Bonjour, bienvenue au château d'Ussé. Il appartient à la famille Blacas depuis la fin du 19e siècle par mariage. Et c'est surtout le château dans lequel j'ai passé mon enfance, dans lequel j'ai grandi, le château dans lequel mon père est né et que je vais vous faire découvrir aujourd'hui à travers la partie visite, la partie privée. Et on va regarder quelques meubles qui sont exceptionnels puisque le château d'Ussé a un trésor de mobilier digne des plus grands musées du monde et j'en suis très fière. Alors Ussé, c'est aussi une architecture très particulière. C'est un site qui existe depuis l'époque romaine sous le nom de Uséum, puisque si on regarde la vallée, à 1,5 km, on a la Loire. Et on a une allée qui existe aujourd'hui, qui a été créée à la fin du XVIIe siècle par Monsieur de Valentinet pour mettre en valeur son château. Le château qu'on voit, nous, ici, c'est le château féodal qui était fermé à l'origine et qui va être ouvert pour des raisons de confort à la fin du XVIe siècle. Et ce château, il avait sa chapelle castrale, il avait une galerie sur un étage et une galerie au rez-de-chaussée ouverte ogive, dont on a encore des traces avec la travée de gauche. Ça va être fermé au fur et à mesure. Et puis, Monsieur de Valentinet va désaxer le château. Et donc, il va faire construire par Monsieur le maréchal de Vauban, qui est le beau-père de son fils, le petit pavillon qui est sur la droite. Et donc, le château devient encore plus grand, encore plus majestueux et digne du marquisat qu'il veut en faire. Donc Ussé, ce que vous allez voir pendant toute cette visite, c'est un château qui ne fait que changer, qui modifie au fur et à mesure des générations, des familles qui se succèdent, des modes. Il faut arriver à suivre le chemin d'Ussé et c'est ça qui va être amusant. On va voir du 18e, on va voir du 16e, du français, de l'italien. On va voyager dans le temps et dans le monde et venez avec moi, on va commencer cette visite. L'entrée qu'on va emprunter n'est absolument pas l'entrée d'origine du château. C'est une entrée qui a été beaucoup plus dessinée au 19e siècle avec un décor créé par Félicite Fauveau. Félicite Fauveau, c'est une sculptrice extraordinaire, grande amie de ma tante La Roche-Jacquelin. Et au-dessus, on a rajouté la comète des Blacas, les armes de ma famille. Donc, voilà l'entrée des visites, l'entrée que vous emprunterez quand vous viendrez à Ussé. Donc cette entrée était une antichambre au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et comme mes arrière-grands-parents vivaient à l'étage du dessus, probablement aussi la génération avant, un escalier en bois a été installé et c'est devenu leur entrée. Et c'est tout à fait pratique pour nos visiteurs de pouvoir rentrer par ici, de pouvoir tout de suite voir du mobilier italien, des bustes italiens et aussi une très belle voûte 19e. Alors, quand je vous dis Ussé, on voyage dans le temps. Je vous dis elle est 19e, mais en fait, je n'en sais rien. Puisque si on passe dans la pièce qui est à côté, le salon de marbre, on va aussi trouver une voûte assez spectaculaire. Et cette voûte, il y a encore quelques années, on ne pouvait pas savoir si elle était 19e, si elle était plus ancienne, de même que ce décor. Et en travaillant dans les archives du château, j'ai retrouvé l'inventaire de 1710 à la succession de Monsieur de Valentinet et il est mentionné chambre de marbre. Donc on sait que ce décor est très ancien, il a plus de 200, presque 300 ans, et que ce décor de marbre a été créé à cette époque-là. Ça a toujours été une chambre, et ça a été la chambre de mon père quand il était jeune homme, quand il avait une vingtaine d'années. Et puis c'est devenu un salon, et nous on en a fait une pièce un peu plus d'exposition pour mettre en valeur les collections du château et faire comprendre à nos visiteurs l'histoire de la famille. Par exemple avec ce tableau généalogique au centre qui représente les écus de la famille Duras avec les lions et de la famille Kersin. Donc les Duras et Kersin sont eux qui achètent Ussé en 1807. À gauche, ma tante, Félicie de Duras, princesse de Talmont, ensuite comtesse Auguste de la Roche-Jacquelin. Et à droite, mon aïeule, Clara de Duras, qui épouse Henri de Châtelus, duc de Rosan, dont je descends. Et je profite d'être dans cette pièce pour attirer votre regard sur cette maquette qui est très instructive puisqu'elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur le château qui est quand même un assemblement d'éléments. Et donc on voit l'espace où on se trouve aujourd'hui entre les deux tours ici. Et ce qu'il y a là de formidable, c'est que nos visiteurs ne peuvent pas aller à l'arrière du château, puisqu'ici, il faut se dire qu'il y a la forêt de Chinon, il y a le coteau. Et donc, cette cour derrière n'est pas accessible. Et donc, on voit cette structure de ce couloir qui rejoint les deux donjons, qui rejoint les ailes du château, avec ses mâchicoulis. Donc, c'est une manière pour nos visiteurs, en un coup d'œil, d'arriver à percevoir le château dans toute son originalité et ses spécificités. Alors de cette chambre de marbre, qui dit chambre, dit cabinet de toilette. Et donc, voilà le petit cabinet, qui était donc la salle de bain de mon père quand il était jeune, et dans laquelle on a rassemblé des tableaux qui viennent de la famille Aubusson de la Feuillade dont nous descendons.
Alors, ce qui est intéressant par rapport à ces tableaux qui datent du 19e siècle, c'est le goût des familles au 19e pour l'histoire, pour la généalogie et pour un passé un peu rêvé, un peu idéalisé. Alors je m'amuse un petit peu à dire que c'est notre mini-galerie des batailles, mais on a des scènes de cette famille Aubusson de la Feuillade, 732, 1482, 1668. Et sur ce tableau-ci, on a un personnage assez important, assez connu, qui est Pierre d'Aubusson, qui était grand maître de l'ordre de Malte et qui a brillamment défendu Malte et Rhodes. Et donc là, on a une scène très particulière avec le prince Zizim, qui était le frère de l'empereur des Turcs, c'est écrit, et qui l'a protégé de son frère qui voulait l'assassiner, mais on l'a fait envoyer en France. Et donc, il a été un petit peu l'otage des Français. Donc, Pierre d'Aubusson a été beaucoup critiqué pour cela. On a de l'Orient et on a des meubles orientaux dans cette pièce qui sont des souvenirs de voyage du comte Xavier de Blacas, ramenés de Syrie au XIXe siècle. Donc le coffre, la table, mais aussi des manuscrits indiens puisqu'il est parti en Inde. Et on a des objets de différentes origines puisque son voyage l'a mené jusqu'au Japon. On est dans les années 1848. Donc déjà un grand voyage et ce goût de l'Orient. Au XIXe siècle, alors qu'on aura eu un goût de l'Italie au XVIe siècle. Et vous allez voir cette influence de l'Italie aussi à UC. Je vous propose qu'on continue la visite. Donc on retraverse l'antichambre pour accéder à une pièce assez particulière pour sa structure, puisqu'en fait nous sommes dans la chapelle castrale, la chapelle d'origine du château. Parce qu'en fait, le château se constituait d'une chapelle intérieure. Et il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que cette chapelle devienne une pièce d'habitation, donc les fenêtres soient modifiées, les plafonds soient modifiés, et qu'elle devienne en l'occurrence la chambre d'un grand homme qui est le maréchal de Vauban. Alors, Monsieur de Valentinet a un fils, Louis, qu'on va marier à Mademoiselle de Vauban, la deuxième fille du maréchal. Les deux familles sont très amies. Le mariage se fait quand Mademoiselle a 12 ans, ce qui est un petit peu jeune. Et le maréchal de Vauban, qui est un homme toujours sur les routes, toujours à voyager, va rester 15 jours dans cette chambre, à UC, en logeant dans cette chambre, ce qui est très long pour lui. Alors il faut se dire que son lit, il devait se trouver là, puisque nous avons la petite porte du cabinet de toilette, qui est maintenant condamnée, qui était là. Donc Vauban a dû loger ici, probablement dans des conditions assez fraîches, quand on voit la taille de la pièce, et la chambre a gardé le nom de chambre de Vauban. Alors elle va rester une chambre tout au long du XVIIIe siècle, elle va abriter un très joli lit à la polonaise, qui a changé de pièce, et au XXe siècle, ça devient un salon. C'est le salon d'enfance de mon père, c'était une pièce de vie. Et il y a quelques années, on l'a transformé, on l'a redécoré en y mettant un mobilier qui est très important pour plusieurs raisons. Parce qu'il est d'une très très belle qualité, on va revenir dessus, mais parce qu'historiquement, il n'a jamais quitté, on va dire, la famille. Ce mobilier était dans l'hôtel particulier de la famille Valentinet à Paris en 1757. Et il est arrivé par la suite à UC et n'a jamais quitté UC. Donc on a vraiment un mobilier qui est complètement suivi. Le mobilier qui a été commandé par un fermier général, cette grande famille de robes extrêmement riche, extrêmement puissante à Paris. Ce mobilier, il est très beau parce que nous avons bien sûr du bois doré, une très belle sculpture. On peut voir par exemple sur celui-ci que c'est un siège à châssis, donc on va regarder aussi de l'autre côté, on peut changer les manchettes. Alors, la météo n'est pas toujours clémente, donc on peut changer les éléments, on peut changer les manchettes, on va pouvoir bouger, donc changer l'assise. Et à l'arrière, on va pouvoir enlever cette assise. Et donc, c'est l'occasion de voir ce qu'on appelle la reparure. C'est-à-dire tout le travail de sculpture et d'or qui est fait à l'arrière, signe d'extrême qualité. Tous les sièges n'ont pas cette qualité-là. Et donc, en fait, on peut faire glisser. Alors, on a un système assez simple sur ce siège. Et donc, on enlève. On peut enlever cet élément et on peut voir par exemple le fauteuil qui est là-bas, à droite de la petite commode, qui va avoir ce qu'on va appeler le meuble d'été. Un tissu plus léger puisqu'ici nous avons un velours. Donc on va parler d'un meuble d'hiver, puisque dans les maisons les plus raffinées, les plus luxueuses, on va changer les tentures en fonction des saisons. Alors je vais le remettre, ça prend un petit instant. Et ici on a encore les petits carreaux probablement d'origine, puisque l'arrière des sièges est beaucoup moins soigné que ce qu'on va faire au XIXe siècle et au XXe siècle, puisque le tissu coûte très cher. Et donc, comme les sièges étaient le long des murs, on économisait un peu sur l'arrière des sièges et on va déplacer les sièges en fonction des moments de la journée, des assemblées. Donc les sièges sont le long des murs, comme le canapé dit ottomane ou ce fauteuil. Et là, parce que nous avons mis en scène
un personnage invisible qui vient prendre son thé. Alors, cette petite table, c'est vraiment un petit meuble très fonctionnel qui est très léger, qu'on va pouvoir déplacer. Et d'ailleurs, on peut le déplacer, on remarque, puisqu'on a un meuble qui a 4 façades. Les 4 côtés du meuble sont marquetés et on a un très joli décor de marqueterie. Alors quand je vous parle de meubles qu'on peut mettre au milieu, on a juste à côté un meuble qui prouve qu'il était fait pour être au milieu. C'est ce petit bureau de pente en palissandre, puisque son arrière est complètement marqueté. C'est pour ça qu'on l'a mis au centre de la pièce. Il y a des meubles qui se mettaient contre les murs, mais là, en l'occurrence, c'est un meuble qui devait se vouloir en centre de pièce, ou mobile en tous les cas, puisqu'on a pris le soin de le marqueter. Il est très tôt, moi je le date vers 1720-25, et j'aime énormément cette ligne ici. Et si on compare avec les commodes de Boulle, on retrouve un peu cette forme très galbée, très marquée, assez forte, assez vivante, avec ce petit caisson au-dessus. Donc on est vraiment au tout début, on a presque des lignes qui se brisent, mais on a un très joli meuble de jolie qualité. Et ce petit bureau de pente, alors on le voit là ouvert, mais donc on peut l'avoir fermé. La battance se tient avec des tiroirs, on a des mains tombantes toutes simples, et on a donc une ribambelle de petits tiroirs qui permettait de ranger ses papiers, avec même un petit secret au centre qui permettait de cacher son courrier ou ses petites affaires personnelles. Donc là, on est face à du très joli mobilier. Et à côté, on va avoir un autre bureau, un bureau Mazarin. Donc on n'est pas très loin au niveau de l'époque, on est plutôt à la fin de Louis XIV et là au tout début du règne de Louis XV, mais qu'on va trouver dans ce genre de maison. On va très facilement marier les meubles et on trouve ces bureaux-là encore dans l'inventaire du château à la fin du XVIIIe siècle. Alors vous pourrez vous dire pourquoi est-ce qu'on a une chaise toute simple canée à côté de sièges en bois doré de grande qualité. Pourquoi ? Parce que dans les inventaires, j'ai remarqué qu'ils mélangeaient très facilement. Et dans l'inventaire de Paris, il est mention de sièges de moindre qualité mais très fonctionnels. Donc il faut arrêter de voir le 18e comme un musée. En fait, ce sont des gens qui vivent avec des meubles qui leur plaisent, et des meubles somptueux, et des meubles aussi beaucoup plus fonctionnels. Et donc c'est ce mariage qu'on a voulu donner dans la pièce. Alors, je ne vous ai pas parlé encore des tapisseries qui sont sur les murs. Les tapisseries ont été achetées par un de mes oncles au XIXe siècle. Elles représentent David terrassant Goliath. Il y en a 4, la 5e n'a pas pu être exposée. C'est une très belle série qui a été tissée dans le nord de la France ou les Pays-Bas. Et donc, on reconnaît bien sûr le géant Goliath. Ce qui est très beau aussi, c'est les bordures qui sont typiques de la fin du XVIe siècle, début XVIIe, assez marqué avec ces grands faisans. Donc ce sont des très très belles tapisseries. Le château comporte une jolie série de tapisseries, puisque les châteaux comportaient eux-mêmes beaucoup de tapisseries. Ça permettait d'isoler les murs du froid, de décorer. C'est des décors qu'on pouvait transporter en fonction des lieux d'habitation. Et donc c'est typiquement du mobilier de château. On a parlé dans cette pièce du maréchal de Vauban, mais on va parler d'un sujet un peu plus féminin, d'une grande dame, et qui parle d'une autre femme importante. Alors je vais faire plaisir, on va ouvrir cette vitrine qui est dédiée à la duchesse de Duras. La duchesse de Duras, c'est Claire de Kersin, la femme du dernier duc de Duras, et c'était une amie de Chateaubriand et une femme de lettres. Et elle a écrit un roman très important pour son époque qui s'appelle Ourika. Ourika est majeur dans l'histoire de la littérature puisque c'est le premier roman où une femme de couleur parle à la première personne, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Claire de Duras, Claire de Kersin, elle a grandi en partie dans les îles puisque sa famille avait des propriétés dans les îles et elle a été très sensible au sort de ces personnes. Et elle a entendu dans le salon de Madame de Beauvau l'histoire d'Ourika. Ourika, c'est une jeune fille noire qui a été recueillie par le chevalier de Boufflers et donnée à Madame de Beauvau, qui va l'élever comme sa propre fille. Et donc cette petite Ourika, qui est différente des autres enfants, ne voit pas la différence tant qu'elle est innocente dans sa tête. Et puis un jour, elle entend une conversation qui mentionne qu'elle est noire, qu'elle est donc différente, qu'elle ne pourra pas s'intégrer à cette société d'aristocrates français du XVIIIe. Et elle devient extrêmement triste. Et c'est une espèce de révélation pour elle et de fin dans sa vie. Et donc elle va rentrer dans les ordres. Et ce roman a un énorme succès. On parle d'Ourika Mania. Le baron Gérard peint une petite toile qu'il offre à la duchesse de Duras. Le tableau est appliqué sur un vase. Et
Aujourd'hui, les étudiants se plongent sur Ulrica puisque ça a été au programme du bac, c'est au programme de l'agrégation de lettres. Et donc, Madame de Duras est reconnue à sa juste valeur. Et donc, nous présentons quelques petits souvenirs, des textes de prière, des lettres que Chateaubriand lui a écrites, ses gants, sa ceinture, les souvenirs de famille qui nous sont chers et qu'on est heureux de partager avec nos visiteurs. Et puis aussi de leur faire découvrir une femme de lettres qui n'est pas forcément la plus connue. Donc voilà, d'ouvrir la connaissance littéraire en venant visiter UC. J'en profite pour vous présenter mes chiens, Roxy et Flox, puisque UC c'est un château archi-dog friendly. Les chiens de nos visiteurs sont les bienvenus en laisse. Et en règle générale, ils sont beaucoup plus sages que mes chiens, qui sont un petit peu foufous, mais qui sont un peu les mascottes aussi du château. Et il y a toujours eu des chiens à UC. Et dans ce salon, du temps de mon arrière-grand-père, il avait son chien. Il y a eu des teckels, il y a eu des bergers allemands. Et du temps de mon arrière-grand-père, c'est aussi l'époque malheureusement de la Seconde Guerre mondiale, où le château a été réquisitionné pour accueillir les fonds des bibliothèques nationales et des bibliothèques de l'Ouest. Et on a une petite vitrine qui témoigne de ce moment dans l'histoire d'UC. Alors, tout est parti de documents que j'ai retrouvés de mon arrière-grand-père avec l'avis de réquisition du château, avec les plans qui montrent où étaient stockées les différentes caisses, puisqu'on a quand même 1500 caisses qui sont réparties dès 1940, qui viennent des bibliothèques, de la Bibliothèque nationale. Et puis après, certaines vont repartir pour laisser la place à des caisses qui viennent des départements du littoral qui sont bombardés. Et les caisses amenées sont très très bien conservées. On va définir les pièces qui sont les plus saines. Au fur et à mesure, on va se rendre compte quand même que ces caisses ont besoin d'être aérées. Donc il y a un vrai travail de conservation qui se met autour, grâce à mon arrière-grand-père, au bibliothécaire de la Bibliothèque nationale de Tours. Et donc, il y a une vraie vie autour de ces livres. Et alors ce qui est amusant pour l'extincteur, pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que je l'ai retrouvé dans les greniers. Et que j'ai retrouvé les factures. Qui dit document important dit protection anti-incendie. Et donc il y a un vrai travail autour de l'incendie, autour de la sécurisation de l'électricité, autour du chauffage. Et donc on a les factures de ces fameux extincteurs de la société Knockout et qui sont mis en différentes quantités dans le château. Et donc là, c'est un petit passage. Donc on voit on a présenté les différentes correspondances, les différents papiers, souvent en photocopie. Donc voilà, UC pendant la Seconde Guerre mondiale. On a risqué les bombardements avec le pont de Tours. À un moment, il a été question d'évacuer les caisses de la chapelle dans les caves situées derrière le château. Heureusement, on n'en est pas arrivé là. C'était vraiment la solution ultime. Tout s'est bien passé, les caisses sont rentrées après dans leurs différentes bibliothèques, dans le meilleur état qu'on pouvait. Donc voilà, UC a contribué à son devoir de guerre. Alors on arrive dans la galerie du fond de la cour. Encore un espace qui a été extrêmement modifié au fil du temps. Ici, on a un plafond qui est relativement bas. Il faut l'imaginer 2 fois plus haut quand c'était la galerie d'origine, la galerie médiévale. Pas du tout des fenêtres comme ça, des ouvertures comme dans une église en ogive très très haute. Donc une galerie ouverte avec un couloir qui était fermé au 2e étage. Fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, pour des raisons d'espace habitable, on rabat le plafond de cette galerie immense. On va créer des chambres à l'étage. Cette galerie reste ouverte et continue à permettre de circuler entre l'aile est avec la chapelle et l'aile ouest qui a le logis seigneurial, qui était probablement le corps de logis où il y avait les parties d'habitation. Donc cette galerie, aujourd'hui on a présenté des tapisseries de Ténirs qui viennent d'une de mes tantes, avec ces petits personnages de vie flamande, mais on peut tout à fait imaginer les mêmes scènes de vie dans le village d'UC, avec des personnages qui s'amusent, qui se réjouissent, qui boivent du vin, puisqu'on est quand même en pays de Chinon, on a du bon vin, les petits personnages qui font pipi sur les murs, c'est intemporel, les chiens, puisque la maison adore les chiens, les enfants, UC c'est un château qui plaît beaucoup aux enfants, avec les scènes de la Belle au bois dormant. Donc c'est vraiment la vie quotidienne qui apparaît sur ces tapisseries. Et au centre de la pièce, il y a une copie du buste de Louis XIV par le Bernin. C'est un petit rappel, parce que la famille Valentini était très proche de Louis XIV, ils ont servi le roi, ils avaient toute sa confiance. Et Louis XIV est venu à UC. En rentrant du procès de Fouquet, on a mention de son passage à UC. Alors on ne sait pas s'il a logé, on ne sait pas combien de temps il est resté, mais en tous les cas, il a fait l'honneur à Monsieur de Valentini de s'arrêter dans sa demeure. Et le UC que Louis XIV a vu à l'époque n'est pas du tout le UC qu'on voit. C'était avant le pavillon Vauban, c'était avant les terrasses à la française, c'était encore une place forte assez médiévale.
médiévale. Donc c'est amusant de se dire que Louis XIV est venu, mais il n'a pas vu ce que nous on voit aujourd'hui. Par contre, ce que nous on voit et que Louis XIV a vu, c'est la copie de son trône. Donc on nous a prêté des copies des trônes des rois de France qui rappellent son mobilier d'argent. Et sous Louis XIV, il y a eu ces meubles qui ont été plaqués d'argent pour montrer la grandeur de la France, pour impressionner les autres cours, pour montrer à quel point la France est le plus grand pays. Donc voilà, c'est une petite exposition temporaire, mais qui permet à nos visiteurs de se projeter sur les meubles royaux. Et donc depuis de meubler un petit peu la pièce, et c'est toujours amusant. Alors de cette galerie, on arrive dans ce qui était donc à l'origine le corps de logis et qui est devenu le grand escalier du château. Il faut bien se dire que pendant tout le Moyen-Âge et la partie de la Renaissance, c'était des escaliers à vis qui desservaient les différents étages. Et au XVIIe, il n'était plus question d'escalier à vis, on voulait un escalier à la moderne. Un escalier à la moderne, c'est un escalier sans fût central, c'est-à-dire qu'on va voir jusqu'en haut et l'escalier va contourner un espace vide. Il va prendre beaucoup plus d'espace, il est beaucoup plus important. Les marches sont des monolithes de pierre, on a des rampes en fer forgé. On est vers quelque chose de très moderne dans ce château médiéval et de très somptueux et qui assoit aussi le château. Avec au centre, on présente une chaise à porteurs avec les deux porteurs mis en situation. On va prendre ces merveilleuses marches qui sont extrêmement confortables. Et on va faire une petite halte sur un des joyaux du château, un joyau qui vient d'Italie, qui vient de Florence, qui date du XVIe siècle et qui a été rapporté a priori par la comtesse La Roche-Jacquelin. Alors il a été retrouvé dans les greniers du château en 1883 par un ami de mon arrière-arrière-grand-père qui a dit cet objet extraordinaire, qui a fait des recherches. Et d'après le petit vase avec les 3 fleurs ici, il l'attribue à un membre de la famille d'Este. Ce qui est clair, c'est qu'on est face à un homme important, avec ses 3 chaînes autour du cou, qui a un visage plein de force, plein de pouvoir, avec une très belle sculpture. Et donc on est face à un très bel objet florentin de la fin du XVIe siècle. En passant dans l'escalier, on va faire notre petit coucou au roi Louis XV, qu'on a vu pour son sacre, son portrait officiel, et là qu'on va retrouver ici dans la calèche, allant à Reims pour son sacre. Donc c'est une jolie scène d'un moment exceptionnel dans la vie de ce jeune roi. Donc on continue et on va aller vers ce qu'on appelle les appartements du roi. Et dans cette première pièce qui s'appelle l'antichambre, donc qui précède la chambre très importante, et dans cette antichambre, on a une très très belle copie des noces de Cana de Véronèse avec un cadre somptueux. Et on présente quelques objets de la maison. Alors, on a vu tout à l'heure un bureau Mazarin, là on en trouve un autre, mais en marqueterie boule. Par contre, le piétement a été modifié, on n'a pas du tout le même piétement. Il a été modifié au XVIIIe siècle. On a des très belles encoignures dans les angles, qui étaient dans la chambre de Mademoiselle Ducé en 1778, qui sont très, très importantes, très hautes, très grandes, en laque européenne. Il y a un vrai goût pour l'Orient au XVIIIe siècle, pour la Chine, pour les lacs. Ce sont des meubles importants, c'est des meubles de grande richesse. Et ici, j'ai quelque chose qui me tient très à cœur. Ce fauteuil tout simple, il fait partie du fond du château. Et le tissu que vous voyez dessus fait partie d'anciens rideaux qui étaient dans le château au XVIIIe siècle. Donc en fait, au moment de recouvrir ce fauteuil, on s'est dit ce serait amusant de faire revivre les tissus qui ont vécu à Ussé il y a bien longtemps. Et donc, j'ai pris des fragments en bon état pour recouvrir le fauteuil. Donc ce tissu est là depuis le XVIIIe siècle. Et à propos de tissu qui est là depuis le XVIIIe siècle, on va rentrer dans la chambre dite du roi qui comporte toujours ces tissus d'origine sur les murs. Alors la chambre du roi s'appelait donc chambre de Monseigneur. C'est Mademoiselle Ducé qui l'a fait décorer. Alors Mademoiselle Ducé, c'est un personnage assez étonnant pour le XVIIIe siècle. C'est la fille de Louis II de Valentiné, elle s'appelle Henriette Madeleine. Elle s'est jamais mariée, elle a beaucoup d'argent, elle vivait de façon tout à fait libre et tout à fait moderne. Et quand elle hérite Ducé à la mort de son demi-frère, Louis-Sébastien, elle meuble le château. A priori, c'est elle, puisque ce mobilier est très moderne et correspond vraiment à cette période entre la mort de son demi-frère et sa mort à elle. Tout ce mobilier de style, d'époque Louis XVI. Donc cette chambre, elle la récupère, cette chambre était jaune. Elle fait mettre ce tissu au petit chinois sur les murs. Elle garde la grande cheminée qui est beaucoup plus XVIIe avec le portrait de Mademoiselle de Blois, la fille légitime de Louis XIV, mais arrive avec un décor typique des années 1770, avec un lit somptueux à la polonaise.
Mais elle garde quand même aussi dans la chambre, parce qu'elle aime bien, elle veut la modernité, mais elle veut aussi garder des objets qui lui plaisent de temps précédent. Elle laisse ce grand miroir qui est majestueux, italien, 17e, qui apparaît lui déjà aussi en 1710 dans la chambre et qui fait partie des chefs-d'œuvre du château. Alors dans tout son ameublement Louis XVI, il y a le secrétaire, puisqu'il mentionne un secrétaire dans sa chambre, c'était probablement celui-ci. Et on a une très très belle commode ici par Joubert. Joubert, c'est l'ébéniste du roi qui livre beaucoup. Et elle a plein de secrets à nous divulguer, qui seront divulgués dans quelques années quand les recherches seront finies. Mais elle a une très belle provenance à la hauteur de sa grandeur, de sa puissance, de sa qualité. Donc c'est un très beau meuble royal. Et royal puisqu'on est dans la chambre du roi. Chambre du roi parce que c'est le duc de Rohan qui est ici, qui achète le château en 1778. Il est duc et pair de France, donc il doit avoir une chambre pour le roi. Et donc va baptiser cette chambre, chambre du roi. Alors le petit clin d'œil royal, donc portrait du roi Louis XIV quand il était jeune, portrait équestre, on est à Dunkerque, qui lui fait vis-à-vis le portrait de Louis XIV par Rigaud, c'est une copie évidemment. On a vu sa fille, Mademoiselle de Blois, et sa dernière épouse, sa dernière maîtresse, Madame de Montespan, qui est au-dessus du secrétaire. Donc c'est un petit clin d'œil pour réintégrer le roi dans la chambre du roi. On est sous le duc de Rohan. Louis XVI n'est jamais venu à UC, mais la chambre porte ce nom-là. Un autre personnage royal dans la chambre, et là je reviens sur l'histoire de ma famille, c'est Madame Victoire. Alors je ne descends pas de Madame Victoire qui n'a pas eu d'enfant, mais de sa dame de compagnie, Madame de Châtelus. Et donc ce portrait vient de mes ancêtres, il a été peint par Madame Vigée-Lebrun, et c'est un très joli portrait qui a traversé les générations et qui est arrivé aujourd'hui à UC. Donc on est très fiers d'avoir un portrait par Madame Vigée-Lebrun, qui est une des grandes femmes peintres. Il y en a peu en fait, et elles sont méconnues. Et donc ça prouve que la peinture aussi est très féminine et que les femmes ont réalisé beaucoup de très belles œuvres. Alors dans cette chambre majestueuse, je vais vous montrer une chambre plus simple. Je vais vous raconter comment on a agrandi la visite du château. Donc on va quitter les appartements du roi. On va reprendre notre grand escalier et on va aller là où on ne pouvait pas aller il y a quelques années puisque la visite s'arrêtait ici. Et on a eu le souhait d'offrir une visite un petit peu plus importante à nos visiteurs, d'aller dans leur souhait de ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc maintenant, on peut monter jusqu'au dernier étage du grand escalier, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, tous ces escaliers somptueux n'allaient pas jusqu'au comble, mais en l'occurrence à UC, il va vraiment jusqu'au dernier étage. Et en passant, on passe devant un roi que j'aime énormément, qui est Louis XVIII. Louis Stanislas Xavier, comte de Provence. C'est le petit frère de Louis XVI, et c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement fin, extrêmement politique. Alors il a été décrié au XVIIIe parce qu'il a un petit peu mis à mal le pouvoir de son frère, et puis donc il a émigré, il revient en 1814, mais il a compris l'évolution dans la tête des Français. Il a compris qu'il fallait la paix, qu'il fallait renflouer le trésor de la France qui avait été mis à mal par les guerres de Napoléon. Et donc financièrement, la France, à la fin du règne de Louis XVIII, est beaucoup plus riche. Il a compris qu'il n'était pas question de revenir vers l'ancien régime, vers une monarchie absolue. Il a fait une monarchie constitutionnelle. Donc c'est un homme extrêmement moderne, extrêmement politique, extrêmement subtil. Malheureusement, Charles X ne sera pas pareil après lui, et la France les Bourbons vont reperdre le pouvoir. Mais voilà, Louis XVIII, que j'aime énormément, et qui a fait mon ancêtre Blacas, duc de Blacas. Donc en plus, ça c'est un petit remerciement très sincère à ce grand roi, que je suis heureuse de mettre en valeur et d'essayer de vous faire connaître, puisque c'est le but du C, c'est d'apporter à nos visiteurs un autre savoir, une autre connaissance, de leur ouvrir d'autres horizons. Et donc j'espère que c'est ce qu'ils auront à UC. Donc on va continuer dans l'escalier. Donc on arrive au dernier étage du grand escalier, donc sous les combles. On emprunte quelques petites marches puisque les plafonds avaient été surélevés pour des raisons de mode. Et je vais vous amener dans l'univers de mon enfance. Cette partie était donc privée. Et dans une pièce que moi j'ai connue pleine de mâles. Donc pour rentrer dedans, c'était terrible parce qu'il fallait enjamber. Il y avait des mâles avec des costumes ici à gauche, des mâles au milieu, des mâles devant la fenêtre avec des vieux costumes, des vieux papiers, des vieux souvenirs, un bric-à-brac génial. Je me suis amusée comme une folle dans cette pièce. Et à un moment, il a été l'idée, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de cette pièce, comment on peut la valoriser. Et donc je me suis vraiment fait plaisir
aussi pour nos visiteurs, en créant cette chambre de jeune fille vers 1920. Pourquoi 1920 dans un château aussi vieux? Parce qu'un château, ça a été habité à toutes les époques. Et on avait un papier peint sur les murs qui est l'identique de celui qui est ici aujourd'hui. Donc on a gardé un petit fragment qui est dans une petite porte derrière, on peut voir, et qui est caché donc derrière la robe, qui était le petit armoire à vêtements. Et on a amené ce fragment à l'atelier Dauphard à Tours, puisqu'on a la chance d'avoir cet atelier extraordinaire qui crée des papiers peints sur mesure ou qui les copie, qui fait tout de A à Z. Et donc l'atelier Dauphard nous a copié à l'identique le papier peint dans une façon complètement traditionnelle pour redonner cette ambiance, ces couleurs, ce motif qui avait été choisi pour la pièce à cette époque-là. Donc j'ai créé une chambre de jeune fille avec le mobilier du château. Et c'est toutes ces ambiances. On va garder des commodes 18e du château. On va avoir un petit bureau qui est sans intérêt, il faut être honnête. Un petit bureau tout simple, des années 20, des années 40, des petites tables de chevet. Les petits cabriolets, ils sont d'époque Louis XV. Ça fait comme il faut, avec un tissu que j'aime d'ailleurs beaucoup. Plein de petits souvenirs. Et on a, en plus, ce qui est charmant dans cette chambre, on a cette alcôve avec les petits rideaux, avec le lit en alcôve. Ça permettait de protéger du froid. Et donc dans la chambre, j'ai récupéré un lit dans les greniers, un lit que je trouvais merveilleux, qui est probablement lyonnais à cause du décor de fleurs. Donc on ne sait pas très bien comment il est arrivé à UC. Mais c'est un charmant petit lit et que j'ai recréé comme un lit dans lequel, en tant que jeune fille, on a envie de se lever avec des jolis thés d'oreiller, de la jolie lingerie. Et l'idée était de dire que cette jeune fille, puisque dans les châteaux, on était bien sûr a priori chrétien et catholique, et donc avec les petits prie-dieu qui viennent des greniers, avec des tissus qui étaient sur des sièges. Donc reprendre toujours dans cette pièce des objets qui sont dans le château pour donner cette ambiance château, pour valoriser ce qu'il y a et pour faire ressentir à nos visiteurs l'âme de la maison. Et je vous parlais de chiens. Eh bien, au-dessus du lit de cette jeune fille, il y a un des chiens de la maison. Et donc, déjà à l'époque, le goût des chiens était bien présent dans le château. Alors, cette chambre, elle est intéressante aussi parce qu'elle a une forme de confort avec son cabinet de toilette qui est ici et qui a une double porte. Donc, en fait, il communique pour la personne qui occupe la chambre par la chambre, mais il a une porte qui donne sur le palier pour que la femme de chambre puisse changer les eaux sales ou tout ce qu'on peut imaginer sans déranger l'occupant de la chambre. Donc c'est vraiment une trace de confort. Et dans ce petit cabinet de toilette, j'ai rassemblé des dessins qui ont été faits par, je pense, une de mes tantes et qui ont été punaisés au mur comme je l'ai retrouvé dans la chambre de mon arrière-grand-père. Donc c'est vraiment les ambiances de la maison, les meubles qu'on a utilisés, le petit WC mécanique que je trouve très très amusant qui est ici. Alors il a une trappe. Donc on monte, on tire le pressoir, ça s'ouvre, donc toutes les saletés descendent dans un bac qu'on récupère. Et papier journal, pourquoi? Parce que ma mère se rappelle petite, dans la maison de famille, ils avaient des papiers journaux pour s'essuyer à la place des rouleaux de papier qu'on achète au supermarché. Donc c'est un petit témoignage. Et ça aussi parce que ce sont des tissus que j'ai trouvés à plusieurs endroits avec WC. Donc j'imagine que c'était les ancêtres de nos papiers toilettes pour une toilette intime. Donc voilà, c'est des petits témoignages qui permettent de se projeter dans le mode de vie de ces personnes à une autre époque où on n'avait pas le même confort qu'aujourd'hui. Donc voilà la petite chambre de jeune fille qui est en haut du grand escalier qu'on va redescendre. Et comme ça, je vais vous amener dans les parties privées du château, puisqu'on n'a pas vu le salon de compagnie du 18e, qui est notre salon actuellement. Alors maintenant, je vais vous amener dans la partie privée. On va traverser la salle à manger, ce qui va être l'occasion de regarder de plus près l'art de la table comme on l'a dressé à UC. Donc on vous a dressé la table comme on le fait pour nous, en l'occurrence pour les beaux dîners, puisqu'on a la verrerie pratiquement complète, on a le joli vermeil, on a les couverts en argent de famille. Alors, ce qui est le plus beau sur cette table, ce sont les drageoirs en argent qui sont avec les armoiries du premier duc de Blacas, qui sont par l'orfèvre Caillé, qui est l'orfèvre du roi. Et donc ça vient du premier duc, comme la soupière au centre. Par contre, les flambeaux sont beaucoup plus tardifs, ils sont 19e. Mais c'est un très joli ensemble et qui fait notre plaisir au quotidien. Et puis maintenant, un peu plus exceptionnel, puisque la salle à manger a été ouverte pour nos visiteurs, afin qu'ils puissent voir un petit peu comment on vit. Un petit clin d'œil dans l'angle de la pièce, le maréchal de Turenne, notre oncle, qui est là. Et c'est un très joli buste avec plusieurs matériaux de marbre, de bronze et de plâtre teinté.
Voilà, ça c'est les petits apports de la famille qu'on retrouve à UC. Et donc cette salle à manger, comme je disais tout à l'heure, elle existe en tant que pièce depuis 1710. Donc c'est vraiment probablement une des premières salles à manger en France. Et il y avait très certainement, normalement dans une salle à manger, il y avait une fontaine pour se laver les mains. Donc ici, il devait y avoir une fontaine, d'ailleurs on a une niche. Et il y a une arrivée d'eau qui ne fonctionne plus depuis très très longtemps, mais qui provenait d'une source. Donc il y a dû avoir une fontaine que moi je n'ai malheureusement pas connue. Mais voilà, et mon père, ça c'est la place de mon père. Et en règle générale, je suis à sa droite, je me tiens là, je suis là, voilà, pour les repas de famille. Et maman est en face de mon père. Et de la salle à manger, on va pouvoir passer au grand salon, donc qui est vraiment notre partie privée, et qui était donc le salon de compagnie au 18e. Toutes les pièces qu'on a vues étaient des chambres, le salon de Vauban était une chambre, le salon de Marbre était une chambre, et là c'était vraiment le salon dans lequel les personnes se tenaient pour jouer. Donc nous voilà dans la partie privée, dans notre salon en fait, le salon où on se tient, où on vit, où il y a le sapin de Noël sur la table au moment des fêtes. Et c'était donc le salon de compagnie au XVIIIe siècle, avec tout le mobilier en Louis XVI, qui sont son mobilier d'origine, qui est estampillé de Georges Jacob. Et dans ce salon, il y avait 3 tables de tric-trac. Donc on devait jouer au tric-trac énormément dans cette maison. Et à propos de jeux, alors aujourd'hui on a une table toute simple, mais on avait ce qu'on appelle des ponteuses. Alors je ne sais pas si vous connaissez les ponteuses. C'est des sièges qu'on mettait autour des tables. Alors j'ai pas la tenue adéquate parce que je suis en jupe, mais on se mettait à califourchon dessus. On pouvait s'appuyer et là on pouvait distribuer les cartes, distribuer les jetons. Et c'est très très confortable pour assister à une partie. Il y a une autre version qui est plus pour les femmes, qui est une voyeuse, où on était à genoux. Mais là, on a une ponteuse, une très jolie ponteuse pour les cartes. Alors, ce salon de compagnie, il a beaucoup de tableaux sur les murs qui racontent l'histoire du château. On va voir avec son petit chien Madame de Valentinet. On va voir avec sa robe grise Mademoiselle Ducé, donc la jeune femme qui a réalisé la chambre du roi. On va voir, au fond, venez avec moi, c'est un tableau qui est très émouvant. Donc c'est la fille du maréchal de Vauban, c'est Jeanne-Françoise, qui a épousé Monsieur de Valentinet. Donc on voit ici, dans une scène assez allégorique, avec une de ses filles qui est à sa droite. Donc ça c'est un tableau qui est très important aussi pour l'histoire de Vauban, parce qu'il y a peu de représentations de Jeanne-Françoise. Et donc se dire que cette jeune femme, ces 2 jeunes femmes, elles ont vécu à UC en l'occurrence. Voilà. On a parlé de Madame l'Étiquette, mon ancêtre tout à l'heure. Voilà Madame l'Étiquette, donc la comtesse de Noailles, maréchale de Mouchy, ici en tenue de l'ordre de Malte, avec son mari à sa droite. Tous les 2 ont été victimes de la terreur. Ils sont montés sur la guillotine. Ils font partie de toutes ces familles de cour qui ont été sacrifiées. Et on peut regarder dans ce salon bien tout ce décor 18e avec ses boiseries. Avec sa cheminée, les appliques, c'est typique un décor du XVIIIe siècle français. Donc là, on a une cheminée encore assez haute. On a les appliques qui sont proches du trumeau pour pouvoir renvoyer la lumière. Un trumeau qui est en face de la porte-fenêtre qui donne sur la vallée pour refléter la lumière. Et là, on est en dessous de la chambre du roi. Il y a un meuble sur lequel je vais attirer votre attention, puisque nos visiteurs ne le voient pas, c'est ce régulateur de parquet, donc cette grande horloge en pied, et elle est dans l'inventaire du château déjà à la fin du XVIIIe. Elle a été faite par Gortot à Tours en 1779, on voit mentionner Tours, et il y a tout un système lunaire. Donc normalement, elle indique les heures, elle indique les lunes, elle indique les jours de la semaine, elle indique les jours du mois, et elle a son pendule qui bascule. Alors c'est très difficile à régler. Alors, mon mari, il y arrive, mais sinon, elle ne tourne pas. Mais c'est un très beau meuble. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un meuble qui a été fabriqué à Tours. Et ça rappelle que tout ne vient pas de Paris. On a vu un petit lit en haut qui est lyonnais. Ici, on a un meuble de Tours. Donc, la France a quand même beaucoup d'identité régionale en menuiserie, en ébénisterie. Et c'est aussi important de les montrer. Donc, voilà le salon de compagnie, notre salon, notre partie privée. On va revenir sur nos pas dans la salle à manger pour voir un petit bout de la galerie 19e, la galerie de Félicie de la Roche-Jacquelin, de ma tante. Et ensuite, on va aller à la chapelle. Donc, on va faire un voyage dans le temps. On remonte le 18e. On va aller dans une galerie 19e. Et puis, on finira dans une chapelle de la Renaissance. Donc, cette
Cette partie a probablement été ajoutée au 19e et ma tante a fait rajouter des vitraux par son amie Félicite de Fauveau qui représente donc Duras La Roche-Jacquelin, puisque donc Auguste de La Roche-Jacquelin, le A, son deuxième mari, son F à elle, avec toute une ornementation légitimiste, puisque Félicite de La Roche-Jacquelin était une amie de la duchesse de Berry. Donc on est vraiment dans la France ultra-royaliste, ultra-catholique, ultra-légitimiste. Et donc on met en avant cette envie de revoir les Bourbons sur le trône, puisqu'ils ont perdu le trône en 1830. Alors en route pour la chapelle, on va profiter de la façade est du château, qui est la façade la plus médiévale, qui à la limite est la moins touchée. Et donc on peut constater au centre l'avancée de la chapelle castrale avec l'ancienne trace d'ogive de la fenêtre. Puis on a un très beau chemin de ronde. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des meurtrières et qui sont agrandies en partie basse. Et on m'a toujours dit que c'était pour les travaux, donc pour que les couvreurs puissent passer les poutres en bois pour soulever les échafaudages. Et dans les archives, on s'est rendu compte que Ussé a subi les guerres de religion. Il y a un camp à Chinon en 1568 et il y a des hommes de guerre autour. Et le château va se refermer un peu sur lui-même. Et donc on va agrandir les meurtrières pour pouvoir faire passer les têtes des premiers fusils, des fusils de l'époque. Donc en fait, c'est une explication tout à fait historique, tout à fait militaire, qui fonctionne très bien avec ce chemin de ronde. Et ce chemin de ronde, pour nos visiteurs, c'est tout le parcours de la Belle au bois dormant. Donc c'est une manière de le faire vivre de façon un petit peu plus légère, plus facile, et d'admirer la vue sur la vallée qui est spectaculaire, en se disant que tout au fond à droite, il y a le château de Langeais. Beaucoup plus loin par là, on va avoir Bourgueil, Raymond. Donc on peut imaginer tout le paysage que les hommes de l'époque voyaient depuis ce chemin de ronde. Et donc on va le remonter tranquillement. En admirant, je trouve, ce vieux donjon, donc ce donjon est, qui a une ligne impeccable, qui est le seul, vous remarquerez, qui n'est pas surélevé comme sur les autres tours. Les autres tours, on a un chemin de ronde, on a une petite surélévation et on a la toiture. Ce qui n'est pas le cas du donjon, qui prouve qu'il est un petit peu plus tôt et que là, on est face à un donjon, à un château qu'on a voulu beaucoup plus élégant. Et ce château, tel qu'on le voit, il faut se dire qu'il date, il est dans sa forme de la fin de la guerre de 100 ans. Donc c'est Jean V de Bueil, qui est un grand homme de guerre, un grand technicien de l'architecture militaire, qui épouse Jeanne d'Ussé. Ils ont un fils, Antoine, et c'est probablement à Jean V ou à Antoine qu'on doit toute cette façade, donc militaire, mais pour une période de paix. On sent déjà l'élégance qui pointe à Ussé. Et là, en parlant d'élégance, on arrive à cette chapelle, donc qui ne date pas des Bueil, qui date des Espinets, qui ont acheté Ussé après les Bueil, et tout de suite qui vont vouloir construire cette collégiale. Alors on est au début du XVIe siècle, et c'est tout à fait, les hommes puissants de l'époque vont construire des églises, des chapelles assez imposantes pour montrer leur puissance, leur dévotion aussi à la religion. On a une période où il y a eu beaucoup de pestes, beaucoup de morts, et on va retrouver ce thème de la mort dans la chapelle. Alors, on admire déjà l'entrée qui est somptueuse, avec les apôtres, les instruments de la Passion. On voit ces fameuses scènes un peu mortuaires avec des crânes, des os, des tombes sur ces premières vignettes. Et en rentrant dans la chapelle, donc un joyau de la Renaissance, on va retrouver sur les vitraux ces fameuses têtes de mort. Alors, on va revenir sur les vitraux. On va déjà, je pense, profiter de cette voûte gothique, alors qu'on a une chapelle déjà qui marque la Renaissance. Donc on est toujours en 1525, les Français sont rentrés d'Italie, il y a eu les fameuses guerres d'Italie, Charles VIII, Louis XII, François Ier, ils ont découvert d'autres ornements et donc ils vont plaquer ces ornements issus de l'Antiquité, qu'ils ont découvert en Italie, sur leur architecture gothique. Et c'est exactement ce qu'on a ici. On a ce mélange avec des arches gothiques, des chapiteaux Renaissance, avec des stalles Renaissance. On a ce mélange des deux et ça fait de la chapelle d'Ussé un ensemble très cohérent, très précis à un moment et de très belle qualité. Alors les vitraux, donc je revenais dessus, on a les petites têtes de mort. Les vitraux, ils ont été abîmés très très tôt. On a des traces dans les archives comme quoi la grande baie en 1699, elle était déjà tombée, mais il y avait des fragments qui représentaient les commanditaires et un calvaire.
Et les fragments ont été probablement mis sur la travée, la troisième travée. Et donc, avec ces petits éléments, on a pu redessiner des vitraux et on va les faire au fur et à mesure des chantiers. Et on a pris le parti pris d'illustrer des familles qui ont été importantes pour UC. Donc, la première travée, on a la famille Bueil, puis dont je parlais tout à l'heure avec son épouse qui était dame d'UC. La deuxième travée, on a Charles d'Espinay et Lucrèce de Pons. Alors Charles d'Espinay et Lucrèce de Pons, ils sont très importants dans cette chapelle. C'est le père de Charles, Jacques d'Espinay, qui a voulu la commande de cette chapelle. Et c'est son fils, Charles, qui va la réaliser, qui va la concrétiser. Donc sur les stalles, on a les armes d'Espinay, on a C et L qui sont mentionnés sur la partie extérieure, on a des médaillons à l'antique avec des personnages des deux côtés. Alors, je me demande si ce ne sont pas justement les commanditaires, ça pourrait être Lucrèce de Pons et Charles d'Espinay. Et on a encore ce côté très médiéval des stalles avec ces décors beaucoup plus Renaissance. Donc ces très belles stalles, complètement encore dans le médiéval, on a les fameuses miséricordes. Donc ça permettait aux chanoines d'être debout tout en reposant, mais en donnant l'impression d'être debout. Et on pouvait les abaisser pour s'asseoir. Ça c'est très pratique puisqu'on a eu quand même quelques célébrations dans cette chapelle. Mes arrière-grands-parents sont mariés ici, mon frère, ma sœur ont été baptisés, ma fille a été baptisée. Et donc ça nous permet pour nous de nous asseoir très confortablement pendant la cérémonie. Et donc ces stalles, elles ont été déposées probablement au XVIIe, XVIIIe, elles ont été remises en place au XIXe siècle. Et donc il y a des éléments qui ont dû disparaître. Il y a sûrement eu des panneaux beaucoup plus intéressants ici, mais voilà, au moins elle a retrouvé sa place qui est juste sous les montants de colonnes. Alors dans cette chapelle, il y a un tableau qui me tient très à cœur que j'ai fait accrocher il n'y a pas longtemps, qui vient absolument pas de la chapelle. C'est une commande du premier duc de Blacas, qui était un grand mécène, à un peintre italien qui s'appelle Camuccini. Et ça représente Notre Seigneur bénissant les enfants. Notre Seigneur, c'est le Christ, et les enfants, c'est ses 4 fils. Donc Louis, Pie, Stanislas et Xavier. Pourquoi ce prénom? Parce que Louis XVIII s'appelle Louis Stanislas Xavier. Le fils aîné est le filleul du roi. Le deuxième est le filleul du pape Pie VII, donc Pie. Et les trois derniers, le troisième et le quatrième, c'est Stanislas et Xavier en l'honneur de Louis XVIII. Donc les enfants sont 1, 2, 3, 4. Et donc moi je descends de Xavier probablement ici. Et alors Louis serait probablement celui-là. C'est pas facile de les différencier, mais c'est un joli tableau de famille. Et voilà, qui trouve tout à fait bien sa place dans la chapelle. Alors, pour revenir un petit peu en arrière sur la chapelle, vous avez pu constater que l'autel n'est absolument pas Renaissance. L'autel a été changé au XVIIIe siècle, même à la fin du XVIIe siècle. Donc c'est un autel beaucoup plus baroque. Et la chapelle passe pour être une des mieux entretenues dans la région au XVIIIe siècle. Donc les Valentinais ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour en faire un très beau lieu de recueillement. Et alors derrière l'autel, le vitrail n'est absolument pas d'origine, c'est mon arrière-grand-père qui l'a fait installer, il est anglais 19e. Et en partie basse, on a mis les écus, donc au centre la famille Blacas avec la comète, à gauche les Duras qui ont acheté UC, et à droite la Roche-Jacquelin, en mémoire à ma tante la Roche-Jacquelin, donc qui a fait énormément de travaux à UC, qui n'a pas eu d'enfant, donc c'est une manière de lui rendre hommage. Et on a vraiment cette volonté à UC de rappeler tous ceux qui sont venus avant nous. Donc là c'est notre famille, mais après il y aura toutes les autres familles, ce travail de mémoire, parce qu'un château c'est pas juste nous aujourd'hui, ce sont des gens par le passé, ce seront d'autres personnes dans l'avenir, et on est juste un petit maillon de transition, et donc on essaye le mieux possible de transmettre ce patrimoine qui est notre patrimoine commun en fait. C'est notre savoir-faire français extraordinaire, notre savoir-faire italien, européen, allemand, puisqu'il y a tous les corps de métier. Donc c'est un beau patrimoine qu'il faut préserver et c'est ce qu'on essaye de faire à UC. Et les visiteurs nous aident à y contribuer puisque le château n'accepte aucune aide de l'État. J'espère que cette visite vous a plu, vous a fait découvrir UC. On a passé un bon moment ensemble et surtout n'hésitez pas à venir visiter UC, mais aussi à découvrir notre belle région. On est près de Chinon, près de Langeais, près de Villandry. Chinon, c'est la gastronomie, c'est Rabelais, c'est le bon vin rouge, c'est les fromages de chèvre, c'est les poires tapées de Rivarenne. C'est un pays merveilleux, une région superbe. Donc venez, on vous attend. Et n'oubliez pas, vos chiens sont les bienvenus en laisse dans le château. Les enfants ont un petit jeu pour eux. Et pour les plus grands, il y a toutes ces merveilles à découvrir. À très bientôt, j'espère.